Il est l'heure des pérégrinations néo-rétroculturelles de l'ami Camille. Que nous as-tu préparé et où nous emmènent tes pérégrinations cette semaine? Et bah aujourd'hui, on va dans le seul endroit finalement où on n'est pas encore allé, c'est-à-dire les États-Unis. On va parler d'un groupe mythique qui, dans toute sa carrière, n'aura eu finalement qu'un seul disque d'or, qui sera classé 26e meilleur artiste de tous les temps par le Rolling Stone quand même, donc le magazine bien sûr, pas le groupe. 17e meilleur artiste de hard rock selon la chaîne VH1, donc toujours aux États-Unis bien sûr. Deuxième meilleur groupe de tous les temps par le magazine Spin, et introduit quand même au Rock and Roll Hall of Fame, c'est pas rien. Voilà. Accessoirement, ça fait aussi partie des groupes maudits avec le Jimi Hendrix expérimental et Motorhead, puisque du coup tous les membres fondateurs sont décédés. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des Ramones, bien sûr. Pour ça, on va s'intéresser du coup à la rencontre entre 4 personnes qui va finalement changer l'histoire de la musique et mine de rien de beaucoup de gens quand même. Donc le premier dans l'histoire, c'est Didi Ramones. Donc son vrai nom, c'est Douglas Colvin. Il va arriver à New York au début des années 70, depuis Berlin, où il va fuir avec sa mère la violence et l'alcoolisme de son père, qui est quand même pourtant sergent de l'armée américaine. Pas de bol quand même. Hein. Terrorisé par les États-Unis, il va commencer à sombrer dans l'héroïne. Ah, j'ai pas dit que l'histoire elle était drôle, hein, je vous préviens. Voilà. Alors, c'est toute une époque. Ah bah les années 70, hein, bienvenue. Surtout dans ces quartiers-là, c'est pas fun. Il raconte que quand il avait 15 ans, il achetait de la dope à Central Park et il la revendait dans son quartier un tout petit peu plus cher. Ça l'occupe. Hein. Un jour, il est tombé en manque chez sa mère, ce qui a causé une crise de colère assez violente et ce qui lui a valu d'être foutu à la porte. Voilà. Une fois, il a fait un petit peu plus tard un casse dans une station-service dans l'Indiana. Il a appelé tous les gens qu'il connaissait, son père, sa mère, ses potes, etc. Du coup, il a passé 3 mois au trou. Personne n'est jamais allé le chercher. Histoire de mettre un peu l'ambiance, quoi. Quand il est rentré chez sa mère, il a fait la connaissance avec un type qui était plutôt sympa, qui habitait juste en face de chez elle et qui s'appelait Johnny Cumming. Il le trouve cool parce que même au travail, il s'habille tout le temps comme il en a envie. Et justement, Johnny Cumming, donc qui sera futurement Johnny Ramones, c'est un simple fils d'ouvrier, plutôt standard. Lui, il est fan de baseball. Il va même penser pendant un temps à devenir sportif professionnel. Finalement, il va faire 2 ans en école militaire, qui va très très bien vivre. Et en 73, il va assister à un concert qui va changer sa vie. Et ce concert, c'est le groupe New York Dolls qui le donne. C'est un petit groupe quelque chose qui va ressembler au punk. On est encore vraiment sur un rock'n'roll assez violent, mais on est encore très très loin du punk, de ce que va devenir le punk après. Et là, il va comprendre un truc, c'est que pour être un grand groupe, il n'y a pas besoin d'être un bon musicien et de passer 20 ans à travailler la guitare, quoi. À l'époque, il bosse dans une entreprise de nettoyage à sec et il voit souvent Didi en rentrant chez lui. Et un jour, ils vont commencer à discuter et ils vont se rendre compte que ils ont les mêmes groupes favoris, à savoir du coup les Stooges et les Dolls. Mais également la même haine pour tout le rock commercial qui commence un peu à pulluler à l'époque. Le troisième homme, il s'appelle Jeffrey Eman et c'est lui qui va devenir Joey Ramones. À l'origine, c'est plutôt son frère qui s'appelle Mickey Eman que Johnny voulait recruter. Sachant qu'il détestait de base Jeffrey parce qu'il était hippie. Voilà, c'était vraiment pas trop son délire. Et on comprend pourquoi. C'est soit blanc soit noir, il faut savoir, il n'y a pas de... Jamais. Ah oui, et puis les punks, c'est la base, détestent les hippies. Voilà, c'est ça. Alors, mais il n'y a pas que, moi non plus. Hein. C'est l'Ouest, du coup, eux, c'est full Est. Bah, du coup, non, les hippies, c'est impossible. En plus, il faut savoir que Joey, du coup, il est touché par le syndrome de Morphan, ce qui le rend particulièrement grand et qu'il a beaucoup de TOC de base. Suite au divorce de ses parents, il va vivre de façon très très instable chez sa mère qui est artiste et collectionneuse d'art. Il va en profiter pour se réfugier dans le rock'n'roll et notamment dans la musique de John Lennon. Mais quand Johnny et Didi apprennent que Joey a réussi à sortir d'un séjour à l'hôpital psychiatrique, d'un seul coup, paf, il gagne des points. C'est magique. De plus, il se trouve une passion commune avec Didi qui est l'alcool. Puisque Johnny, lui, son truc, c'était plutôt l'alcool, tu vois. Bon, c'est les punks, quoi. Pour le coup, chacun sa passion, hein, Pour de vrai, il sniffait de la colle. Ah oui. Ah oui. C'était connu à l'époque, non? Oui, bien sûr. Bah écoutez, je vous laisse tous les deux dans les années 90. Mais, Tout à fait. Voilà, c'est une période de transition pendant laquelle ils vont se mettre à jouer comme tous les ados de leur âge, en montant sur les toits pour voler des téléviseurs et les jeter sur les passants, les coquins. On redit ce mot. Les coquins. Non, mais il faut bien s'occuper dans la vie, après tout, c'est vrai. Quand t'es ado, il faut un petit truc pour te motiver. Quand on dit arrête d'être devant la télé, va donc jouer dehors, bah voilà. Voilà, il savait trouver la solution. Finalement, c'est au tour de Joey d'être viré de chez lui.
Il va s'installer dans la galerie d'art de sa mère où avec Didi, il va dormir du coup par terre, il n'y a pas d'autre endroit. Il va même essayer de faire quelques essais de peinture. Il va commencer à écouter en boucle des protos de sons expérimentaux. Finalement, il va assez vite laisser tomber. Il va commencer à lancer son premier groupe en tant que chanteur qui va s'appeler à l'époque Sniper, inspiré par un mélange entre Charles Manson, le tueur, et Alice Cooper. Il avait trouvé ses bonnes inspirations. À l'époque, Didier et Johnny remarquent tout de suite que, contrairement à tous les autres chanteurs qui généralement commencent en imitant leurs idoles, Joey, lui, il s'en fout de tout ça. Il a déjà son propre style à lui. Finalement, leur vie continue. Didier, il travaille dans une entreprise de courrier, au service du courrier, quitte à pratiquer de temps en temps la prostitution pour payer sa conso de drogue. Johnny, il travaille dans les chantiers de Broadway et tous les midis, il se retrouve pour boire des bières. Voilà, petite vie tranquille. 1974. Dans les salles, Le Parrain, deuxième partie, et Stravinsky avec Bebel. J'ai 10 ans dans les bacs. Ça, normalement, tu t'en souviens, Troyer, ça va, tu la connais. Aux US, ACDC, dans La Grange de ZZ Top, à la télé, C'est l'île aux enfants. C'est pas mal, petit Casimir. Ça va. Ouais, c'est une bonne époque. Le vendredi 23 janvier 1974, jour de paye, Johnny et Didi s'achètent une guitare, une basse, $50 chacun. Voilà. Ils vont commencer à répéter avec Joey comme chanteur dans un petit local qui est tenu par un type qui s'appelle Tamas Erdeli et un deuxième qui s'appelle Monte Melnik. Alors Tamas Erdeli, c'est la dernière fois que je prononce ce nom, c'est très chiant, et il sera par la suite appelé Tommy Ramone. Il est né en Hongrie, il arrive aux US en 56. De base, il était guitariste dans un ancien groupe avec Johnny et Mickey Heeman, du coup, le frère de Joey. Et il est ensuite devenu ingé son. Il a travaillé pour Jimi Hendrix ou McLaughlin. Pas mal. Il a plutôt bien remonté la pente. Et il remarque que très vite, il y a un truc. Je dirais même qu'on imaginait très bien ce qu'on devait faire avant même d'être capable de le faire. Pour le coup, les gars, ils n'avaient jamais touché un instrument de leur vie. Au début, c'était Joey qui était censé jouer de la batterie. Mais il est tellement lent que finalement, lui de base, il devait juste regarder. Puis finalement, il va rejoindre le groupe en tant que batteur pour qu'il aille juste chanter. Sinon, c'était pas possible. Et Monte Melnik, du coup, lui, il va pas rester sans rien faire puisque c'est lui qui va devenir leur premier manager de tournée. Et voilà, le groupe est là, il est enfin créé, mais ils sont tellement mauvais qu'ils arrivent à faire aucune reprise. Alors ils vont commencer à composer leurs propres chansons. Et qui dit chanson dit que du coup il faut un nom de groupe pour pouvoir les composer. Et c'est Didi qui va proposer Ramone en référence au premier pseudo de Paul McCartney. Voilà, puisque les Beatles, c'est un des seuls trucs que tout le monde aime dans le groupe. Johnny va imposer très très vite un style vestimentaire unique et donne des surnoms à tout le monde et le groupe est né. Voilà. Qu'à partir de là, tous les gens qui vont rentrer dans les Ramones sont obligés de porter un nom de famille Ramone, bien sûr. 1976. Pareil, grande époque, les loups la cuisse, quand Coluche donne la réplique à De Funès. Aux US, le combat est plus direct. Rocky, dans les bacs, qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? On répond, allez les verts. Dans le monde, Abba. Pas tous les mêmes références à l'époque. À la télé, c'est 30 millions d'amis et le commissaire Moulin. Eh ben, putain. Ouais. C'est resté longtemps, 30 millions d'amis. Je parlais pas de... Mine de rien, c'est long, Le premier album du groupe est enfin là, composé comme la majorité des chansons du groupe de toute façon par Didi. 14 chansons dont la plus longue dépasse à peine les 2 minutes 30. Finalement, un format TV avant l'heure. Voilà, l'album aura un succès plus que négligeable malgré deux tubes qui ont traversé les âges, à savoir Blitzkrieg Pop et I Wanna Be Your Boyfriend, une balade sentimentale qui vient mettre un peu de paillettes sur l'ambiance révolutionnairement punk de l'album. Au fur et à mesure des concerts et des échecs qui vont avec, le groupe gagne en renommée et fait même quelques concerts en Angleterre. Alors eux, ils le savent pas à l'époque, mais il y a dans la salle des membres des Sex Pistols et de The Clash qui, à l'époque, cherchent un peu à se donner un vrai mouvement à leur musique. Et maintenant, ils en sont sûrs, leur avenir, c'est le punk. Voilà. Maintenant que le succès est là, il faut pas chômer. Du coup, en 77, les Ramones, ils vont sortir 2 albums. Le premier, il s'appelle Leave Home, et le second, il s'appelle Rocket to Russia. Ce dernier sera d'ailleurs coproduit par un certain Tony Bon Jovi, cousin d'un type que vous connaissez sûrement. C'est pas vrai. Bon Jovi, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est vraiment le cousin de Bon Jovi qui a produit leur troisième album, du coup. Incroyable. Voilà. Ils vont s'entourer comme ça de gens un peu connus de temps en temps. Le premier album, c'est globalement un très gros échec, même s'il y a quand même la chanson Pinhead qui va un petit peu sortir du lot et qui leur donnera leur fameux slogan Gabba Gabba Hey. J'avais dit que les slogans, il va aller dire quelque chose, attention.
Le second album sera du coup 49e au chart, mais sera désigné comme meilleur album américain du rock and roll de l'année par le Stone. Alors, faut dire que l'année en question, 1977, c'est l'année du punk. Ouais. Alors c'est l'année où eux ils arrivent et où eux pour le coup ils sont déjà là, mais il y a les nouveaux qui arrivent, la nouvelle vague anglaise. Ouais. Les Pistols, surtout. Ouais. Qui, du coup, eux-mêmes avaient inspiré avant. C'est terrible. Si le single She9 Punk Rocker is a Punk Rocker, pourquoi j'ai écrit in, j'en sais rien, est un échec, Rockaway Beach se place 66e, ce qui sera quand même record du groupe, finalement. C'est terrible qu'après toutes ces années, ils aient jamais réussi à passer ce chiffre-là. En 78, Tommy décide qu'il en a assez de jouer la rockstar et il va laisser sa place à Mark Bell, qui va donc devenir Marky Ramones. C'est ainsi que le groupe sort un de ses meilleurs albums qui s'appelle Road to Ruin, un peu plus pop que les précédents. J'adore cet album, c'est un des seuls que j'ai acheté d'ailleurs. En 79, il est grand temps de réfléchir au prochain album et on propose au groupe de travailler avec un producteur un peu à la mode en ce moment qui s'appelle Phil Spector. Je sais pas si ça vous parle un petit peu quand même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Voilà, qui est un très très gros producteur du coup, surtout de ce qui s'était beaucoup passé avant et qu'on connaît un peu aujourd'hui maintenant. Il est d'ailleurs décédé il y a 1 an et demi, je crois. Tu pourras peut-être nous faire un épisode complet sur Phil Spector. On pourrait, ouais. Parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. D'abord, c'était un psychopathe. Oui. Voilà, on violeur, en parle assassin, mais c'était aussi un génie producteur de musique qui a inventé le wall of sound, notamment. Donc, à la suite de l'enregistrement, certains diront qu'ils n'y avaient peut-être pas réfléchi assez longuement. C'est le mot juste. Voilà, l'enregistrement il est assez tendu, d'autant que Johnny vient tout juste de perdre son père, donc super bonne ambiance. Phil les oblige à répéter l'intro de Rock'n'Roll High School, leur nouveau tube, pendant 10 heures d'affilée. Quand je te disais que c'était un psychopathe. Voilà. Au bout d'un moment, Didi, il en a marre, il veut rentrer à l'hôtel pour dormir. Phil Spector, il sort son flingue, il le braque sur lui, il le force à s'asseoir et il va leur jouer au piano en boucle pendant la nuit entière, Baby, I Love You. Voilà, un trauma qui voudra à Didi de perdre littéralement le sens de l'humour. Ça me fait penser, punaise, t'as l'impression que tous les mecs qui bossent dans la fin. C'est pas que, mais j'écoutais une interview de, comment il s'appelle, un gars qui est Jack, qui est un artiste français récent, qui disait qu'à ses débuts, il y avait un gars comme ça qui les avait fait venir, je sais plus, c'était un producteur, enfin un mec qui s'occupait de la musique pour son album, et il avait été jusqu'à dans une maison qui était au milieu de la forêt, et le gars j'ai vu une interview de lui il y a pas longtemps, il disait menaçait avec un couteau, vas-y tu joues avec ta guitare et si tu fais une fausse note je te bute. Ah putain, la musique c'est sérieux. Il y a des mecs qui prenaient ça comme ça. Joey racontera plus tard l'ambiance froide et généralement sordide des enregistrements. Le producteur avait même payé une prostituée uniquement pour qu'elle reste dans un coin du studio à se faire insulter continuellement. C'est pas mal. Ambiance. Écoute, voilà. C'est une ambiance. Ouais, c'est pas la bonne. Ouais, c'est pas la bonne, mais c'est un peu particulier, quoi. Finalement, à l'autre bout des USA, après la sortie de tout ça, il y a un réalisateur du nom de Alan Arkush qui cherche à monter un film sur la thématique rock. Du coup, il va faire le tour des groupes et il va acheter son dévolu sur le moins cher de tous, à savoir les Ramones, bien sûr. Ceux-ci qui vont devoir traverser difficilement le pays jusqu'au lieu de tournage en faisant des premières parties pour payer l'essence à mettre dans le camion, quoi. Jusqu'à arriver. Le groupe, il a pas beaucoup de scènes, mais sur place, le tournage, il est très long. Du coup, il s'ennuie. Et un punk qui s'ennuie, bah, c'est un punk qui shoot. Donc, ils arrivent devant les caméras en étant à peine en état de parler. Il y aura un message de prévention. Ça pourrait. Un punk qui s'ennuie, un punk qui shoot. Ouais, non, mais c'est ça. Le groupe va quand même donner un concert dans le film où les figurants vont payer pour jouer. Voilà, les figurants payent pour le concert. Voilà, et à noter quand même que parmi les figurants, il y a un mec un peu connu qui s'appelle Kurt Cobain. Ah ouais. Ouais, c'est marrant. Et le monde est petit, hein. Comme quoi. Rock'n'Roll High School, qui est le nom du film, sort en 1979 et arrive par une unique séance à Paris sous le titre Le lycée des cancres. C'est un très bon film, soit dit en passant. Alors, le film est très chouette. Finalement, en 1980, l'album End of the Century sort. Donc le groupe est d'ailleurs forcé pour la photo de la pochette de retirer son perfecto pour l'occasion, une image qui est un petit peu au Maroc et qui tombe hyper mal puisque dans le monde c'est l'explosion du mouvement punk qu'ils avaient eux-mêmes provoqué plus tôt. Voilà. Du coup, le moment où ils retirent le côté rock, c'est dommage, quoi. L'album est quand même un succès, mais il a quand même coûté $700 000. Du coup, ils font pas de bénéfices. Pas de chance, hein.
Les avis du groupe finalement sur toute la production d'albums sont plutôt dissonants sur le résultat final, hein, sachant que c'est à partir de ce moment-là que l'entente interne du groupe va complètement se dégrader. Joey il adore, Didi il déteste, et Johnny et Marky ils trouvent que le résultat est bon, mais par contre jamais ils recommencent ça. Tu m'étonnes. Voilà, donc bon c'est compliqué. Depuis le départ de Tommy Ramone, finalement, faut savoir que c'est Johnny qui gère absolument tout. Sauf la partie écriture des chansons, puisque ça, c'est toujours Didi qui s'en occupe. Qui va d'ailleurs se sentir de plus en plus mal et qui va essayer de s'en sortir à sa façon. Donc il va se marier, il va commencer à se faire pousser la barbe, à porter des montres et des tatouages pour essayer de se démarquer au maximum. Sachant qu'à ce stade, le groupe, il s'adresse même plus la parole. Voilà. Par contre, quand tu chantes. C'est compliqué, ouais. Par contre, quand ils sont en live, ils donnent absolument tout. Et malgré tout ça, ils sont quand même persuadés d'une seule et unique chose, c'est qu'ils sont dans le meilleur groupe du monde, peu importe le succès. Surtout que le succès, chez les Ramones, c'est toujours plus ou moins aléatoire. 1980, les aventuriers de l'Arche perdue ou Evil Dead, chacun son enfer. Dans les bacs, Goldman nous dit qu'il suffira d'un signe. On répond la danse des canards, classé numéro 1. Bienvenue en France. Quel enfer. Voilà, à la télé, les Schtroumpfs. Ah, voilà. Ça c'est passé longtemps, les Schtroumpfs. Ils enregistrent l'album qui s'appelle Pleasant Dreams. Celui-ci sera l'album le plus pop de leur histoire, avec comme figure de proue un nouveau single qui s'appelle The KKK Took My Baby Away, qui est cette fois-ci du coup une des chansons qui a été écrite par Joey. Et celle-ci, elle a une histoire un peu particulière. Joey, à l'époque, il sortait avec une certaine Linda depuis un certain temps, et il avait prévu très très prochainement de la demander en mariage. C'est pas de bol puisque c'était sans compter sur Johnny qui la lui pique juste au dernier moment. Celui-ci ayant récemment mis ses idées d'extrême droite en avant pour embêter encore plus Didi, du coup, puisque lui était ressortissant étranger, la chanson était toute trouvée. Le KKK m'a pris ma copine. Voilà, chouette histoire. Ah, KKK, ah oui, d'accord. Ouais, la référence au KKK, bien sûr, au Ku Klux Klan, exactement. Une chanson culte reprise par beaucoup de groupes, mais qui a fait un flop monumental à l'époque. Hein. L'album se vend, mais le groupe commence à de plus en plus passer inaperçu. Maintenant, les Ramones ils font partie des meubles. Hein. Le suivant, qui s'appelle Subterranean Jungle, j'arrive jamais à dire ce nom, c'est terrible, et il est sorti en 1983, et c'est également de la même souche, hein, malgré un très bon classique, quelques très bons classiques comme Psychotherapy, et la participation de Walter Lure, qui est guitariste des excellents Heartbreakers. L'album fait des scores très moyens. Voilà. À la suite d'un petit peu trop d'alcool, beaucoup trop d'alcool, Marky Ramone rate l'avion et tous les concerts qui vont avec. Finalement, il va quitter le groupe et il sera remplacé par un certain Richard Reinhardt comme Richie Ramone. En août 1983, Johnny va se battre avec un autre punk à la sortie d'un concert pour une fille. Finalement, il va finir à l'hôpital avec une opération du cerveau avec pronostic vital engagé. Pas rien quand même, hein. C'est toujours comme ça. Il va du coup trouver le titre du prochain album, Too Tall to Die, trop dur de mourir. Tommy Ramone sera même de retour en tant que producteur pour l'occasion. Voilà, donc ils ont récupéré le tout premier de l'époque. L'occasion pour le groupe de prendre un virage plus hardcore et plus critique sur l'actualité de leur pays, en rupture avec leur idéologie unique jusque-là, qui avait toujours été nos futurs. C'est la seule et unique vraie idéologie du punk d'ailleurs. Pour le coup, on a très souvent associé le punk à l'extrême gauche, etc. D'origine des Ramones, du coup, il n'y a pas d'idéologie du tout, c'est juste nos futurs. Un virage, c'est tout, il n'y a vraiment rien. Un virage particulièrement visible dans l'album Animal Boy en 1986. Didi se permet même un hommage à Sid Vicious, qui est du coup mort déjà depuis quelques années, dans la chanson Love Kills. L'occasion pour l'entente du groupe de commencer un petit peu à s'améliorer. Il était un peu temps. 1987 et l'album Halfway to Sanity signe la confiance du groupe qui cette fois-ci s'autoproduit en sortiront quelques bons singles comme I Wanna Live ou Golil Camaro Go où Deborah Harry, la chanteuse de Blondie, vient prêter sa voix. Ça va, c'est pas dégueu. Plutôt chouette ça. Sympa. D'ailleurs, une nouvelle fois, c'est la panade pour trouver un batteur et c'est comme ça que Clem Burke, ancien de Blondie, va rejoindre le groupe avec un nouveau nom, bien sûr, Elvis Ramone. En 1989, Didi décide de se faire plaisir et il va sortir un LP solo de hip-hop. De hip-hop. Sorti de nulle part en fait. Oui, c'est pour se faire plaisir, voilà. Alors à l'époque, les producteurs, le groupe, tout le monde est contre. Voilà, donc lui, il comprend pas pourquoi.
Et bah visiblement le public il est contre aussi. Bah en fait, Du coup il comprend aussi tu quoi. passes d'un Cohérent, style du à coup. l'autre vraiment radical, quoi. Ouais voilà, d'autant Alors, plus quand c'est pas très bon. pas si radical parce que quand même il y avait, c'était le début des Beastie Boys, Ouais, il y avait quand même quelques similitudes, mais qui sont eux passés, on s'en souvient peut-être plus, mais les Beastie Boys au départ c'est un groupe de punk hardcore. voilà. Du coup, eux, ils avaient réussi la transition, lui, c'est pas passé. Voilà. La même année, c'est un certain Stephen King qui les contacte. Un mec pas très connu. Et c'est ainsi qu'il se retrouve à travailler sur la bande originale du film Cimetière avec la chanson Pet Sematary. Très très bonne chanson d'ailleurs. Une excellente pub pour leur prochain album qui fait passer leur musique au punk hardcore Brain Drain. C'est un de mes albums préférés d'ailleurs du groupe, pour le coup. Et ça y est, le groupe est enfin, après toutes ces années, en accord avec la musique du moment. Et du coup, ça a un franc succès. Enfin, presque. Le succès, il est là, mais Didi se sent de plus en plus mal. Joey sombre dans l'alcoolisme pour composer. Marky est de retour, mais a des accès de violence et casse tout dans le local de répétition. Et au final, au cours de l'été 89, Didi finit par quitter le groupe, ne trouvant plus aucune sympathie dans le comportement des autres membres, en plus de la quantité de médicaments absurdes qu'il ingurgite et de l'anorexie. Voilà, il va pas très très bien. Tout allait bien dans sa vie, ouais. Ouais, voilà. Malgré tout, il va continuer d'écrire quasiment toutes les chansons des Ramones, mais laissera sa place de bassiste à Christopher Joseph Wards, qui est beaucoup plus jeune que lui, il a presque 20 ans de moins, qui sera du coup renommé C.J. Ramone. Johnny forcera très très vite d'ailleurs C.J. à devenir une véritable copie de Didi, en allant jusqu'à copier ses mimiques de scène. Il voulait le même en plus jeune, c'est tout. En 1991, Motorhead va leur rendre l'hommage ultime avec leur chanson Ramones, d'ailleurs. Voilà, sympa. Juste comme ça, pour eux, c'est vraiment hyper important. Savoir qu'il y a 3 groupes qu'ils écoutent potentiellement dans la voiture quand ils font des centaines de milliers de kilomètres à travers les US, et parmi les 3 groupes, il y a Motorhead. En 1992, le groupe va sortir l'album Mondo Bizarro, et les chansons de Didi sont excellentes, et CG est très très motivé, mais un bon coup de frais sur le jeu de scène du groupe, qui est déjà sacrément fatigué. On notera quand même les chansons Censorship et Poison Heart sont particulièrement excellentes. Si vous avez jamais écouté ça, je vous les conseille, c'est très très bien. Il faut écouter ça au moins une fois dans sa vie. Finalement, la même année, le groupe décide d'entamer une ultime tournée qui va s'appeler Adios Amigos. Ce qui ne les empêche pas de sortir un album de reprise en 93, qui s'appelle Acid Heaters, et un dernier album en 95, Adios Amigos. Et finalement, en 96, après 2262 concerts, où ils invitent du beau monde, c'est la fin du groupe. On va jouer un petit jeu du coup. Je vais vous donner un nom de chanteur ou de musicien et vous me dites le groupe auquel il appartient. Le premier il est facile, si jamais je vous dis Lemmy Kilmister. Ah bah ça c'est Motorhead. Ouais. Je vais pas gagner parce que j'ai... Le chanteur bassiste, qui est mort d'ailleurs, le pauvre. C'est moi, ce qui s'est passé avant mort, 2000, je connais pas les noms. Ah bah pour le coup, après 2000 c'est compliqué. Non, je connais des gens, mais des gens solos. Mais des groupes d'époque, je connais les groupes, mais pas les gens qu'il y a dedans, quoi. Eddie Vedder. Pearl Jam, le chanteur. Ouais, bravo. Oh, Mélo, c'est sa génération. Lui, il est en plein dedans. Lui, il revit sa jeunesse, là. C'est ça. Et j'avais un groupe de punk, moi, à l'époque. Oh là là. Ah oui. À l'époque, tu tournais la tête. C'est vraiment pile dedans, quoi. Non, pas à l'époque, après, mais dans ma jeunesse, je me comprends. Ouais, bah il y a quelques trentaines d'années, quoi. Ah oui, la suite. Chris Cornell. Je sais aussi. Soundgarden. Ouais, Soundgarden. Alors, on dirait le nom d'une bière. Tu as dit Soundgarden. Celui-ci, tu peux l'avoir, Troyer. Didi Ramone. Bah, c'était ce qu'on vient de dire, du coup. Et du coup, bah, lui, il faisait pas partie. Enfin, du coup, il était plus dans le groupe et ils l'ont invité évidemment pour le dernier concert, parce que c'est quand même lui qui écrit les chansons depuis le début. Tu sais quand même que tellement je connaissais pas le groupe, je me suis dit, c'est quoi, c'est Ramones? On me l'a déjà sorti, Ramones. Bah, c'est français, c'est Ramones. Voilà, ça sent plus espagnol du coup, Ramones. Mais, Ramones. Ouais, voilà. Espagnol, excuse-moi. Il y a un groupe de punk d'ailleurs breton qui s'appelle les Ramoneurs de Ménia. Ouais, oui, je connais, en effet. Il y a la scène punk en France, c'est très intéressante avec les Garçons Bouchés évidemment à l'origine. Bon, les gens sont bizarres, mais la musique est cool. Ouais. Ludwig, on a eu des figures aussi. C'est ça. Du coup, il va inviter tout ce beau monde pour leur tout dernier concert et Joey conclura un peu plus tard. On peut partir à la retraite, on a influencé 2-3 générations de groupes. Je crois qu'on a rempli notre contrat. Voilà. Ce dernier d'ailleurs, Joey Ramones, sortira un dernier album solo en 2001 qui s'appelle Don't Worry About Me, qui va contenir une incroyable reprise de What a Wonderful World de Louis Armstrong.
sachant qu'il va décéder juste avant la sortie de l'album, le 15 avril, d'un cancer. Voilà. À partir de là, c'est le moment où la conclusion elle est un petit peu plus terrible. Oui, Didi Didi va mourir aussi du coup le 5 juin 2002, overdose. Alors personne savait qu'il avait continué la drogue, pour le coup tout le monde pensait que c'était réglé. Johnny va mourir le 15 septembre 2004, cancer. D'ailleurs, il faut savoir que le film The Wicker Man de Nicolas Cage, avec qui il était ami, c'est un hommage. Ah oui. Ouais, c'est un hommage. On va faire un jeu, on dit Nicolas, on dit ananas ou ananas. Allez hop, c'est parti. C'est vrai qu'il y a un combat là-dessus. Battez-vous, chocolatine ou pas en chocolat? Nicolas, je te dis. Ouais. Et finalement, Tommy Ramone va mourir en 2014 à la suite, cancer évidemment aussi. Et donc, il va faire passer tous les membres fondateurs à trépas. Les Ramones sont définitivement enterrés, mais laissent derrière eux des générations de genres, de groupes et d'individus qu'ils ont inspirés, sans parler de la quantité astronomique de produits dérivés qui circulent dans le monde entier depuis des générations et dont la plupart des gens ignorent complètement l'origine. Voilà, vous avez, je pense, tous croisé des gens avec des t-shirts des Ramones qui savent pas du tout qui c'est. Et pas les seuls, d'ailleurs pas les seuls, c'est pas le seul groupe à avoir ça. Mais les Ramones, c'est quand même, je pense, un des groupes qui est le plus symbolique de ça, je pense aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a un peu Motorhead, il y a un peu... Avec Motorhead, ouais, mais Motorhead est déjà un petit peu Nirvana plus... aujourd'hui, un peu. Oh. Les gens se souviennent quand même de Kurt Cobain, ça aide un peu. Les gamines de 13 ans, je suis pas sûr. Hein. Oui, sauf les gamines de 13 ans. Si ça écoute à la maison pour les parents, peut-être que. Hein. Peut-être. C'est moi, les trucs que j'écoute, des fois, des trucs qui ont les années 70-80, c'est juste parce que j'en ai bouffé dans la voiture quand j'étais en primaire, tu vois. Donc, globalement. Si je dois donner une conclusion à tout ça, c'est que quand on s'intéresse à ce groupe, on se rend compte à quel point ces quatre-là, ils étaient persuadés d'être dans le meilleur groupe du monde. Si bien que pour moi, aujourd'hui encore, The Ramones, ça reste, mine de rien, le meilleur groupe de rock de tous les temps et une figure immortelle de la pop culture. C'est beau. Voilà. Respect à eux, ouais. Respect et rip pour certains. RIP pour beaucoup même. Hein. La moitié. Là, actuellement, il y en a que 4 sur 7 qui sont morts quand même. Ce qui est même étonnant en fait que les autres aient duré si longtemps. Pour le moment. Comme quoi, il y en a qui sont pas encore morts. Quoi, ouais. On leur souhaite. CDC tourne encore finalement, donc bon, tu te dis pourquoi pas. Ils ont un peu inventé cette culture alternative des 70 avec toute la drogue, etc. À CDC, ils sont pas tout à fait là-dedans. C'est vrai que l'alcool, oui. Ça l'était moins, mais Angus Young étant à peu près le seul plus ou moins à jeun tout le temps, ça allait. Ouais. Mais même à CDC, c'est pas tout à fait la même culture. D'abord, ils sont australiens. Ouais, exact. Et ils sont... Moi, je les soupçonne d'être un peu papy... très clairement. Et de pas être aussi rock'n'roll que... Qu'ils ne le laissent entendre. Après, ils se donnaient sur scène, mais on va dire que c'était quand même plus posé que d'autres groupes, notamment la scène punk hardcore, où les gars, ils vomissaient leurs tripes. Kurt Cobain qui vomissait ses tripes littéralement sur scène à chaque fois. Et qui se lamait sur la batterie, etc. Voilà, donc c'est des types, à la fin du concert, ils étaient morts, quoi. Ils étaient tous par terre. CDC, à la fin du concert, peuvent aller boire un verre, ça va, quoi. En tout cas, 2 salles, 2 ambiances. Merci Camille pour cette présentation, ou représentation pour certains qui l'avaient oublié, de The Ramones. Ouais. Voilà. Ou The Ramones, faites comme vous voulez. Dites-le. Les fameux Ramones. C'est ça, Ramones. Vous étonnez pas si vous faites insulter après, je serai pour rien voir. Pour le si peu qui s'en souviennent, c'est pas un problème. Merci encore Camille.